Chunk One. En tout, ce qui m'importait, c'était que le segment soit bon. Quand Bas Arthur est décédé en 2009, le monde a pleuré une légende de la comédie. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'elle cachait. Pendant des années, elle a nié son propre service militaire. Elle a complètement effacé des parties de son passé. Pire encore, le gouvernement a également essayé de l'effacer. En 2025, ces dossiers militaires sans service militaire ont mystérieusement disparu des sites web officiels. Quand les fans se sont rebellés, la vérité est devenue plus laide. Ce qu'ils ont découvert ne concernait pas seulement le fait de dissimuler son service. Il s'agissait de dissimuler qui elle était vraiment. La vraie Bea Arthur ne ressemblait en rien à Dorothy. Bea Arthur est née Bernice Frankwell le 13 mai 1922 à Brooklyn, New York. Ses parents, Philip et Rebecca, étaient des immigrants juifs qui avaient fui l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais ils sont arrivés pendant la Grande Dépression et rien n'a été facile. Ils dirigeaient un petit magasin de vêtements pour femmes et ont fait tout leur possible pour rester à flot. Lorsque les problèmes d'argent de la famille se sont aggravés, ils ont quitté Brooklyn et ont déménagé à Cambridge, dans le Maryland, dans l'espoir de relancer leur entreprise de confection de robes. Mais ce déménagement tendrait à entraîner de nouveaux problèmes. Cambridge était une ville majoritairement chrétienne et les Frankel étaient l'une des rares familles juives de la ville. Bernice a été terriblement harcelée en raison de sa religion, mais aussi de sa taille. Au lycée, elle mesurait près de 9,78 et ses camarades de classe ne le lui faisaient pas oublier. Elle se sentait exclue presque partout où elle allait. Mais au lieu de se replier sur elle-même, elle s'est défendue avec un humour mordant et une voix qui pouvait percer n'importe quelle pièce. Elle est même devenue célèbre pour ses hilarantes imitations de Mae West. Finalement, ses camarades de classe lui ont décerné le titre de fille la plus spirituelle. C'était le début de quelque chose de puissant. Elle avait appris à transformer la douleur en répliques percutantes. Puis vint le 18 février 1943. 5 jours seulement après que le corps des marines ait ouvert ses portes aux femmes, Bernice, âgée de 21 ans, s'est engagée. C'était une décision audacieuse, presque choquante. Elle a demandé à être conductrice de camion, même si elle n'avait probablement jamais conduit de voiture auparavant, mais cela ne lui importait pas. Chunk 2. Elle a servi pendant 2 ans et demi, faisant tout, du travail de répartition à l'assistance médicale. Elle a gravi les échelons rapidement. Soldat de première classe en mai, caporal en juillet, sergent en décembre et sergent d'état-major en janvier 1945. Un de ses supérieurs l'a qualifiée d'officieuse, mais a admis qu'elle faisait avancer les choses. Pendant son service, elle a épousé un camarade marine du nom de Robert Allen Orter, mais le mariage n'a pas duré longtemps. Ils ont divorcé après qu'elle ait contracté une MST. Elle a gardé son nom de famille, mais a changé l'orthographe en Arthur. Plus tard dans sa vie, elle a nié avoir jamais servi dans l'armée. Peut-être était-ce la douleur. Peut-être était-ce la honte. Mais elle a enterré cette partie de son passé. Après avoir été libérée en septembre 1945, elle a décidé de devenir actrice. En 1947, elle s'est inscrite à l'atelier dramatique de la New School à New York. Ce n'était pas n'importe quelle école d'art dramatique. L'homme qui la dirigeait était Erwin Piscator, un réalisateur allemand qui avait fui les nazis. Elle a étudié aux côtés de noms qui deviendront plus tard des légendes. Marlon Brando, Tony Curtis, Walter Matthau, Elaine Stritch. L'école était en plein essor grâce au GI Bill et elle est devenue l'un des plus grands centres d'art dramatique d'Amérique. Dans ce petit bâtiment de la 12e rue Ouest, les futures icônes apprenaient l'œil de leur métisseur. Bea était en plein milieu de tout cela. La même année, elle a fait sa première apparition professionnelle au Cherry Lane Theatre à Greenwich Village. Elle n'avait que 25 ans. Le théâtre était minuscule, seulement 169 places, et le salaire était également minuscule. Elle gagnait 15 $ par semaine. Mais sa voix remplissait la pièce. Pas besoin de micro. Elle a joué un rôle dans Yerma de Federico Garcia Lorca
Et même si le spectacle n'a duré que 6 semaines, les critiques se sont souvenus d'elle. Quelque chose en elle se démarquait. Elle était plus grande, plus forte, plus tranchante et inoubliable. Chunk 3. En mars 1954, tout a changé. Bea a joué Lucy Brown dans l'opéra de Quatsus, au théâtre de Lise. Cela a commencé comme une courte série, mais le public ne pouvait pas en avoir assez. Le spectacle est revenu 1 an plus tard et a fini par être présenté plus de 2600 fois pendant 6 années consécutives. Cela en a fait le spectacle off-Broadway le plus long à l'époque. Son salaire hebdomadaire est passé de 70 $ à 150 $, mais elle devait toujours se démener pour survivre. Au début des années 1950, Bea a occupé plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Le jour, elle testait des échantillons de sang dans un laboratoire, pour seulement 35 $ par semaine. Le soir, elle chantait et faisait des numéros de comédie dans un club appelé The Blue Angel pour environ 25 $ par spectacle. Quand les choses faciles sont devenues vraiment difficiles, elle a travaillé comme assistante de chauffeur de camion pour déplacer des meubles dans le Queens pour 2 $ par jour. Aucun de ses amis du théâtre ne le savait. Elle l'a caché parce qu'elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle ne prenait pas son métier d'actrice au sérieux. En 1950, elle a épousé discrètement Jan Sachs, un réalisateur qu'elle avait rencontré lors d'ateliers d'art dramatique. Leur mariage a duré 28 ans. Ils ont adopté leur premier fils, Matthew, en 1961, lorsque Bea avait 39 ans. Leur deuxième fils, Daniel, est arrivé en 1964. Bea avait 42 ans. À l'époque, l'adoption était rare pour les couples du théâtre et elle y était considérée comme vieille pour devenir mère. Mais elle jonglait avec tout, les répétitions, les spectacles et la maternité. Sachs la dirigera plus tard dans Mime, le spectacle qui lui a valu un Tony Award. En 1955, elle a joué dans un petit spectacle intitulé The Shoestring Revue. La foule était petite. Les billets ne coûtaient que 2,50 $. Mais un soir, un jeune producteur de télévision nommé Norman Lear était assis dans le public. Il a regardé Bea interpréter une chanson intitulée Garbage, une satire sur le gaspillage et le consumérisme. Lear ne l'a jamais oublié. 16 ans plus tard, lorsqu'il a eu besoin de quelqu'un pour incarner la cousine libérale et acerbe de All in the Family, il a pensé à Bea. Ce moment allait finalement mener à Maude, l'une des sitcoms les plus novatrices de l'histoire. Tout a commencé avec cette seule soirée. En 1964, Bea a joué Yente, la marieuse, dans Un violon sur le toit à Broadway. Le spectacle a été présenté plus de 200 fois. Chunk 4. Même si son rôle était petit, elle a volé la vedette grâce à son sens du timing, sa présence et sa voix. En 1966, elle a assumé un nouveau rôle qui allait changer sa carrière. Elle a joué Vera Charles dans Mime, aux côtés d'Angela Lansbury. Le spectacle a débuté en mai et a été présenté plus de 1500 fois. Les critiques ont qualifié sa performance de brillante et le comité des Tony Awards était d'accord. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice de second rôle dans une comédie musicale en 1966. Son mari, Jan Sachs, l'a dirigée et elle et Angela Lansbury sont devenus des amis proches pour la vie. Mais tous les spectacles n'ont pas été un succès. En 1968, Bea a joué dans une comédie musicale intitulée A Mother's Kisses. Elle n'a jamais été présentée à Broadway. Elle a été annulée après seulement 2 essais à Philadelphie et à Boston. Elle avait une chanson dans le spectacle There Goes My Life qu'elle a interprétée plus tard aux Tony Awards en 1974. Si cette comédie musicale avait réussi, elle n'aurait peut-être jamais fait Mime. Sa vie personnelle a commencé à se défaire pendant cette période. La tension entre elle et Gene s'est aggravée pendant Mime. Ils se sont séparés et en 1978, leur mariage a pris fin. Elle ne s'est jamais remariée. Elle s'est consacrée à sa carrière et à l'éducation de ses fils, et la télévision l'a accueillie à bras ouverts. Tout a commencé par un appel téléphonique lors d'une soirée ordinaire le 11 décembre 1971.
Alors que la côte et regardait encore All in the Family, Fred Silverman, cadre de CBS, a décroché le téléphone et a appelé le producteur Norman Lear. L'épisode de cette soirée-là mettait en vedette Bea Arthur dans le rôle de Maude Findlay, une cousine libérale et acerbe qui s'opposait au célèbre Archie Bunker, conservateur. Silverman n'a pas attendu la fin de l'épisode. Il a simplement dit « Il y a une série dans cette femme ». Et il avait raison. Ce qui était censé être une simple apparition s'est transformé en une force culturelle. Bea Arthur, qui détestait prendre l'avion et avait failli refuser le rôle, est finalement devenu le visage d'une émission qui a repoussé les limites comme aucune sitcom n'avait jamais osé le faire. Un an plus tard, en novembre 1972, Bea Arthur s'est retrouvée au centre de l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la télévision. L'épisode en 2 parties s'intitulait Maude's Dilemma. Son personnage, à 47 ans, découvrait qu'elle était enceinte et prenait la décision d'avorter. À l'époque, l'idée de diffuser une telle histoire était presque impensable. Chunk 5. Les scénaristes ont d'abord envisagé d'autres idées, comme la vasectomie, mais Norman Lear a insisté pour que ce soit Maude elle-même qui passe par là. Le but n'était pas de choquer, mais de lancer une conversation, et c'est ce qui s'est produit. Bien que les épisodes aient fait grimper les cotes d'écoute, ils ont également déclenché un tollé national qui a hanté les chaînes de télévision pendant des années. Mais Bea Arthur n'a pas reculé. Elle a incarné Maude comme une personne à la fois conflictuelle, réfléchie et réelle. La décision n'a pas été facile pour le personnage, et c'est précisément pour cela qu'elle a eu un tel impact. La performance de Bea lui a valu plus que de la controverse. Elle lui a valu le respect. En 1977, elle a remporté l'Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série comique. Entre 1973 et 1978, elle a été nommée 5 fois aux Golden Globes et a remporté les 5 prix. Au fil des ans, elle a accumulé 9 nominations aux Emmy Awards au total, se plaçant juste derrière des légendes comme Julia Louis-Dreyfus et Mary Tyler Moore. L'émission Maude a abordé la ménopause, le vieillissement, les pressions financières et le harcèlement sexuel, tout en équilibrant comédie mordante et drame sincère. Lorsqu'elle a été intronisée au Television Academy Hall of Fame en 2008, c'était bien mérité. Son impact avait déjà remodelé ce dont la télévision pouvait parler. Mais avant tout cela, Bea avait fait ses preuves sur grand écran. En 1970, elle a joué dans Lovers and Other Strangers, une comédie de mariage qui a été un succès surprise au box-office. Elle a rapporté 7,7 millions de dollars sur un budget de 2,5 millions de dollars et a fini par lancer des carrières. Diane Keaton y a fait ses débuts au cinéma. Richard Castellano a été nominé pour un Oscar. Bea Arthur, dans un rôle plus petit, a tout de même réussi à briller. Son sens du timing comique était aiguisé et, même parmi des stars comme Gig Young et Cloris Leachman, elle a tenu son rang. Puis est arrivé quelque chose de vraiment bizarre. Le 17 en rang. Novembre 1978, Bea est apparue dans le Star Wars Holiday Spatial, une émission si étrange et désastreuse que CBS a refusé de la diffuser à nouveau. Elle y incarnait une propriétaire de bar nommée Ackmena et chantait une chanson d'adieu surréaliste pendant que des extraterrestres dansaient autour d'elle. Le spécial est devenu légendaire pour toutes sortes les mauvaises raisons. Carrie Fisher plaisantait en disant que c'était sa cassette préférée lorsqu'elle voulait que ses invités quittent sa compte sa maison. Bea elle-même a admis qu'elle ne s'intéressait pas vraiment à Star Wars, mais elle a dit oui pour rendre service à ses amis Ken et Mitzi Welch, qui avaient écrit le segment. Malgré l'étrangeté de la chose, elle s'est donnée à fond et le désastre n'a fait qu'ajouter à son mythe. Tout ce qu'elle touchait ne se transformait pas en or, cependant. En 1941, Bea est retournée à Broadway dans The Floating Light Bulb, une pièce écrite par Woody Allen. Chunk 6. C'était personnel, calme et finalement un échec. La production a été interrompue après seulement 62 représentations.
Les critiques ont été déçus, la qualifiant d'oubliable. Même avec la forte présence de Bee, l'histoire n'a tout simplement pas fonctionné. 2 ans plus tard, elle a retenté sa chance avec une nouvelle sitcom intitulée Amanda's. Il s'agissait d'un remake de Fawlty Towers, mais sans toutes les parties intelligentes. Les créateurs avaient complètement effacé le personnage de Basil et avaient confié toutes les répliques à Bee. L'émission a été annulée après seulement quelques mois. Elle a déclaré plus tard qu'elle était déçue par toute cette affaire. Mais il s'est avéré que cet échec était une bénédiction. Il a fait de la place pour quelque chose de légendaire. Le 14 septembre 1945, The Golden Girls a été diffusé en première et tout a changé à nouveau. Bee a joué Dorothy Zbornak, une femme forte et sarcastique, avec un cœur tendre, enfoui sous son humour peint sans rire. L'émission a duré 7 saisons et est devenue l'une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps. Elle s'est classée parmi les 10 premières émissions de Nielsen presque chaque année et s'est terminée avec 181 épisodes. En 1988, Bee a remporté un autre Emmy Award pour son rôle, faisant de The Golden Girls l'une des 4 seules sitcoms où toutes les actrices principales ont remporté le prix. Lorsque l'émission s'est terminée en 1992 avec le mariage de Dorothy et Lucas, joué par Leslie Nielsen, des millions de personnes se sont branchées. C'était la fin parfaite d'une série parfaite, mais la décision de partir lui appartenait. Bee sentait que la qualité de l'émission se détériorait. Elle avait près de 70 ans et était fatiguée des blagues sur le fait que Dorothy était grosse et peu attrayante. Ces blagues avaient commencé à la déprimer. Elle a refusé de participer à la série dérivée The Golden Palace et a plutôt choisi de se retirer avec grâce. Bien avant de devenir une légende de la télévision, Bee avait déjà tracé sa propre voie. En 1944, alors qu'elle servait dans les Marines, elle a épousé Robert Alan Arthur. Le mariage n'a duré que 3 ans, mais le nom était resté. Elle l'a gardé, en a changé l'orthographe et l'a transformé en son identité de scène. Après avoir divorcé de Robert, elle a épousé le réalisateur Jen Sachs en 1950, au moment même où sa carrière décollait. Leur mariage a duré des décennies et au début des années 1960, ils ont adopté 2 fils, Matthew en 1961 et Daniel en 1964. Bee était attentive à sa famille. Chunk, 7. Elle n'a pas exhibé ses enfants devant les caméras, même en jouant dans des émissions qui repoussaient toutes les limites sociales. Son fils Matthew a déclaré plus tard que, peu importe son emploi du temps soit chargé, elle trouvait toujours le temps de dîner à la maison. Plus tard dans sa vie, Bee a pris une décision personnelle qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Elle s'est fait faire un lifting dans l'espoir de rafraîchir son apparence, mais les résultats l'ont laissé meurtrie et gonflée. La plupart des gens se seraient cachés. Bee non. Peu de temps après l'opération, elle a été appelée à participer à une collecte de fonds politiques pour la campagne No on Six, qui luttait contre la législation anti-gay en Californie. Même avec son visage encore en convalescence, elle s'était présentée. Elle portait des bandages, des ecchymoses et tout le reste. Quand on lui a demandé pourquoi, elle a répondu que la cause était plus importante que son apparence. Ce moment en disait plus sur elle que n'importe quel prix ne pourrait jamais le faire. Elle était une combattante, une femme de principe et quelqu'un qui ne laissait jamais la vanité l'empêcher de faire ce qui était juste. En février 2002, Bea Arthur était montée pieds nus sur la scène du Booth Theatre à New York, s'est tenue à côté d'un piano, s'est assise sur une chaise et a tranquillement commencé à raconter des histoires. Elle avait 68 ans. Le spectacle s'appelait Just Between Friends et pendant 65 représentations, elle a fait rire, se souvenir et réfléchir le public. Il n'y avait pas de grande lumière ni de danseur, juste Bea, son pianiste, Billy Goldenberg, et une voix qui semblait à la fois être du tonnerre et du velours. Avant Broadway, elle avait emmené ce spectacle dans 26 villes à travers le pays. C'est devenu une lettre d'amour à la vie qu'elle avait vécue, remplie de chansons et d'histoires tirées de sa longue carrière.
Certaines personnes ont payé 50 dollars, d'autres 65 dollars, mais tout le monde est reparti avec le même sentiment que Aisha. Arthur avait encore quelque chose à dire. La même année, sa performance lui a valu une nomination aux Tony Awards. Un enregistrement en direct d'un spectacle de 2001 à West Palm Beach a été publié peu après, capturant un dernier moment de magie. Derrière les lumières de la scène et les applaudissements, Bee avait commencé à utiliser sa célébrité pour plus que de simples histoires. Au fil des ans, elle est devenue discrètement une voix puissante pour les causes qui lui tenaient à cœur. Elle croyait en la justice, l'égalité et la défense de ceux qui ne le pouvaient pas. Sa position politique n'a jamais été cachée. De son personnage audacieux de Maud Findlay à sa présence à des collectes de fonds progressistes, elle est restée ferme. Les détails de son travail avec la recherche sur le sida n'étaient pas toujours étalés dans les journaux, mais les gens autour d'elle savaient à quel point elle prenait cela au sérieux. Et ceux qui avaient besoin d'aide, en particulier ceux qui étaient marginalisés, savaient que Bea Arthur était de leur côté. En 2005, alors qu'elle avait 83 ans, Bea est revenue à la télévision une dernière fois. Chunk 8. Cette fois, il s'agissait d'un rôle d'invité dans Malcolm in the Middle, où elle incarnait une babysitter stricte avec le même humour sec et perçant qui avait fait d'elle une légende. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de temps d'écran. Sa seule présence suffisait à rappeler aux gens pourquoi elle était devenue l'un des visages les plus inoubliables de la télévision. C'était le dernier chapitre d'un parcours télévisuel qui avait commencé au début des années 1970 avec All in the Family. Mais une fois les lumières éteintes et la retraite installée, Bea a lutté contre quelque chose dont elle parlait rarement. La solitude, la dépression, la tristesse silencieuse qui suit souvent les gens lorsque les applaudissements s'estompent et que les routines s'arrêtent. Elle avait construit toute son identité autour du travail. Et quand cela s'est terminé, le silence a été plus lourd que prévu. Même si elle souriait dans les entrevues et apportait de l'humour à chaque scène sur laquelle elle marchait, ses amis connaissaient la vérité. Le monde qu'elle a autrefois gouverné lui manquait. En 2008, lorsqu'elle est apparue aux TV Land Awards à l'âge de 86 ans, les signes étaient difficiles à manquer. Frêle et silencieuse, elle s'appuyait sur Betty White et Rue McClanahan pour obtenir de l'aide. Ce soir-là, elle a été honorée d'une intronisation au Temple de la Renommée et a reçu un prix d'icône de la culture populaire pour The Golden Girls. Mais ses proches pouvaient dire qu'elle n'allait pas bien. Quelque chose avait changé. Ses pas étaient plus lents. Sa poigne était plus faible. Puis est venue la nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Au début de 2009, Bea a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Elle ne l'a dit à presque personne. Même dans ses derniers jours, elle a farouchement protégé sa vie privée. Elle est restée dans sa maison de Los Angeles, est restée principalement seule et a compté sur une perfusion de morphine pour soulager la douleur. Ses derniers mots, chuchotés doucement, étaient remplis de tristesse. « Je ne veux pas que les gens me voient exigeant de cette façon. » Le 25 avril 2009, à l'âge de 86 ans, elle est décédée paisiblement, entourée de ses 2 fils, Matthew et Daniel. Il n'y a pas eu de funérailles, pas de cérémonie, juste des cendres dispersées en mer, exactement comme elle le voulait. Le 28 avril, Broadway a baissé ses lumières à 20 heures pour lui rendre hommage. Des années plus tard, en juin 2025, les fans ont été frappés par une révélation qui a ébranlé leurs souvenirs d'elle. Lors d'un panel de la fierté célébrant le 40e anniversaire de The Golden Girls, la coproductrice Marcia Posner-Williams a stupéfié la foule en révélant que Bea avait souvent utilisé une insulte haineuse, le mot « ancé », lorsqu'elle parlait de Betty White. Elle ne l'a pas seulement dit une fois, elle l'a dit au téléphone. Chunk 9. Elle l'a dit à sa table à dîner. Même le directeur de casting Joel Thurm a confirmé l'avoir entendu lors d'un vol avec elle. Ce n'était pas seulement une tension professionnelle, c'était quelque chose de plus aigu, quelque chose de personnel.
Le conflit allait bien au-delà des mots. Williams a expliqué que Bea venait du théâtre, formé au respect des scénarios et du timing, tandis que Betty White venait de la télévision en direct, brisant souvent son personnage pour interagir avec le public. Bea ne supportait pas ça. Elle ne considérait pas ça comme du jeu d'acteur. Elle considérait ça comme un manque de respect. Selon Williams, Bea a un jour plaisanté en disant « Ces deux-là ne pourraient pas se réchauffer l'une à l'autre même si elles étaient incinérées ensemble. » Son propre fils, Matthew Sachs, a admis plus tard que sa mère semblait aimer avoir quelqu'un contre qui être en colère. Et Betty, avec son optimisme sans fin, était la cible parfaite. Même Betty elle-même a déclaré en 2011 que Bea la considérait probablement comme une épine dans le pied. Cette tension a conduit à la fin prématurée de l'émission en 1992. The Golden Girls était toujours un succès, remportait toujours des prix, était toujours aimée par plus de 20 millions de téléspectateurs chaque semaine. Mais lorsque NBC a demandé à la distribution de renouveler leur contrat, Bea a catégoriquement refusé. « Pas question », a-t-elle dit au producteur. Tous les autres avaient accepté de continuer. Rue, Estelle et Betty étaient passées prêtes à en faire plus, mais Bea est partie. Et juste comme ça, l'une des plus grandes sitcoms de l'histoire de la télévision était terminée. Ce n'était pas de l'épuisement professionnel, ce n'était pas de l'argent, c'était Betty White. Pourtant, dans leurs dernières années, quelque chose semblait s'adoucir. La superviseure du script, Isabelle Homero, se souvenait des deux femmes marchant bras dessus, bras dessous après les enregistrements. Elles n'étaient peut-être pas des amies proches, mais elles travaillaient comme des professionnelles. Et lorsque Bea est décédée en 2009, les mots de Betty White étaient remplis de grâce. « Quelle chance j'ai eu de la connaître !» Peut-être était-ce une réconciliation. Peut-être était-ce juste du respect. Mais dans tous les cas, l'émission était restée intacte par la querelle. Chunk 10. Cette illusion s'est laissée briser en 2025, lorsque les détails sont devenus publics. Les fans étaient divisés. Certains souhaitaient que la vérité ne soit jamais révélée. D'autres avaient l'impression d'enfin comprendre la tension qu'ils avaient toujours ressentie. Marsha Williams a défendu le partage de la vérité, affirmant qu'il s'agissait d'un secret de polichinelle parmi l'équipe depuis des décennies. Soudain, The Golden Girls n'était plus seulement une émission sur l'amitié. C'était une émission basée sur des performances brillantes, cachant un ressentiment bien réel. Puis, s'est vu un autre choc. En mars 2025, le dossier de service militaire de Bea Arthur, autrefois fièrement affiché sur le site web du département de la Défense, a disparu. Ce n'était pas un bug. Cela faisait partie d'une purge plus large des dossiers de diversité et d'inclusion. Bea s'était enrôlée sous le nom de Bernice Frankel le 18 février 1943, seulement 5 jours après que les femmes aient été autorisées à rejoindre les Marines. Elle a travaillé comme dactylo à Washington, D.C., a suivi une formation de conductrice de camion et a atteint le grade de sergent d'état-major avant d'être honorablement libérée en septembre 1945. Pendant longtemps, cette page a dit au monde ce qu'elle avait fait. Puis, elle a disparu. En quelques jours, l'indignation a inondé les médias sociaux. La suppression a recueilli plus de 900 000 vues. Finalement, le 25 mars, le DOD a discrètement remis la page en ligne, espérant que personne ne le remarquerait. Mais l'héritage de Bea ne pouvait pas être effacé, ni par la politique, ni par le temps. Son testament a révélé un cœur qui n'avait jamais cessé de donner. Elle a laissé 300 000 $ à l'Alifornie Center, le plus grand refuge du pays pour les jeunes LGBTQ+ sans-abri. Cet argent a permis à l'organisation de survivre à la récession de 2008 et a financé l'ouverture de la résidence Bea Arthur en février 2017. Elle a également fait don de 25 000 $ à l'AIDS, Service Foundation of Orange County. Même après sa mort, elle aidait les autres. Le cofondateur Ken Gilson l'a dit simplement. Après toutes ces années, elle continue de faire des choses merveilleuses. Bea Arthur n'était pas seulement Maude, elle n'était pas seulement Dorothy, elle n'était pas seulement la femme qui nous faisait rire. Chunk
11. C'était une personne compliquée, passionnée, profondément privée, qui aimait fort, gardait rancune plus longtemps que la plupart et se battait pour les choses auxquelles elle croyait jusqu'à la toute fin. Derrière l'éclat des projecteurs se cachait une femme qui n'a jamais cessé d'essayer de rendre le monde un peu meilleur, même si cela signifiait le faire pieds nus sur une scène ou silencieusement derrière des portes closes.